Il existe un réseau invisible d'informations autour de nous qui chuchote des avertissements sur des dangers que nous ne pouvons pas encore voir. 12 journalistes l'ont découvert en même temps. Je suis l'un d'entre eux. Il existe un réseau invisible d'informations autour de nous, un système d'alerte que la science ignore et que la logique ne peut expliquer. Je l'ai découvert par hasard. Ou peut-être ce n'était pas un hasard. Je suis journaliste d'investigation et voici l'histoire qui ne devrait pas être racontée. Tout a commencé il y a 8 mois avec un email. Sans expéditeur, sans objet, protégé par un chiffrement que mon contact en sécurité numérique, un ex-hacker, a décrit comme de la paranoïa, de niveau militaire. Il n'a été envoyé qu'à moi. À l'intérieur, il n'y avait ni menace ni exigence. Il n'y avait que 2 choses. 4 coordonnées GPS dispersées à travers la France et une seule phrase qui, depuis, est devenue mon mantra et ma malédiction. La biologie est l'antenne, la catastrophe est le message. La première question fut « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Un journaliste avec un historique d'exposition d'accidents d'entreprise et de négligence gouvernementale. Mais rien qui justifie ce niveau de mystère. Il n'y avait pas de chemin clair à suivre, juste une traînée de miettes numériques menant à une impasse. La curiosité, cependant, est la maladie incurable de ma profession. J'ai commencé à creuser. Les 4 coordonnées menaient à des endroits qui, sur la carte, n'avaient aucune connexion apparente. Un terrain vague près d'une petite ville dans les Alpes, oublié à l'ombre d'un barrage hydroélectrique. Une clairière dans l'immensité du parc national des Cévennes, un point vert dans une mer de verre, une adresse résidentielle dans une avenue animée de lions et la réception du service de cardiologie de l'un des plus grands hôpitaux de Paris. C'étaient des lieux banals, ordinaires. Pendant des semaines, mon enquête n'a mené nulle part, jusqu'à ce que je change d'approche. J'ai arrêté de chercher des événements et j'ai commencé à chercher des personnes. J'ai ignoré les nouvelles officielles, les rapports techniques, et j'ai commencé à plonger dans les murmures, les récits étouffés, les histoires de personnes considérées comme folles, traumatisées ou simplement trop peu fiables pour faire la une. C'est alors que je les ai trouvées. Les personnes qui avaient été dans ces lieux exacts, à ces moments exacts, les antennes humaines. Ce que j'ai découvert dans les mois suivants va bien au-delà de la simple intuition ou du fameux 6e sens. Je parle d'un changement fondamental qui semble se produire dans notre espèce, une évolution forcée par la nécessité de survie dans un monde de plus en plus fragile et imprévisible. Dans les prochaines minutes, vous entendrez le récit complet et détaillé d'un géologue à la retraite qui a senti l'effondrement d'un barrage dans ses propres eaux des jours avant la tragédie. Vous découvrirez l'histoire d'une garde forestière qui a été guidée par la voix d'un fantôme à travers une forêt sombre pour trouver l'origine d'un incendie criminel. Vous entendrez le témoignage glaçant d'une femme qui a eu des souvenirs parfaits et sensoriels de l'effondrement de son propre immeuble, ce qui lui a permis de créer des preuves physiques d'un événement qui n'était pas encore arrivé. Et enfin, la découverte d'un médecin sceptique qui a trouvé un avertissement pour un effondrement dans toute la ville, un message complexe caché dans les battements cardiaques de ses patients. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont les premiers signes d'un phénomène croissant. Et j'ai les preuves, des rapports qui défient la géologie, des photographies qui brisent les lois du temps et des documents techniques qui prouvent des conspirations qui ne devraient pas exister. Préparez-vous. La première histoire va ébranler votre perception de la réalité et prouver que parfois l'avertissement le plus fort ne vient pas par le son, mais par la sensation. L'enquête commence maintenant. Je m'appelle Pierre, j'ai 51 ans. Je suis géologue, maintenant à la retraite. Je dis à la retraite, mais la vérité, c'est que la géologie ne prend jamais sa retraite de vous. Elle est dans les pierres que je donne du pied dans la rue, dans la terre de mon jardin, dans la façon dont je regarde les montagnes qui entourent notre ville. Ma femme, Marie, dit que je n'ai jamais arrêté de travailler, j'ai juste arrêté d'être payé pour le faire. Et elle a raison. Mon bureau est devenu le garage, où un sismographe amateur
ma relique du temps de l'université, enregistre les murmures silencieux de la terre. C'était mon hobby, ma paix, jusqu'à ce que la terre arrête de murmurer et commence à crier. J'ai toujours aimé Beaumont-sur-Isère, une de ces villes de Savoie que le progrès semble avoir oubliées, pour le meilleur et pour le pire. La vie ici a son propre rythme lent, gouverné par le soleil et la pluie, et par le barrage, le géant de béton et de déchets qui se dresse dans la vallée au-dessus de nous, une présence constante et ignorée. La compagnie hydroélectrique, propriétaire de celui-ci, nous gavait de promesses de sécurité. Plus sûr que le coffre-fort d'une banque, disaient les panneaux souriants dispersés dans la ville. La plupart des gens y croyaient, ou choisissaient d'y croire. C'était plus facile de vivre ainsi. Mais moi, en tant que géologue, j'ai toujours connu une vérité fondamentale. Il n'existe rien de fait par l'homme que la nature ne puisse un jour détruire. Je n'imaginais simplement pas que l'avertissement préalable serait envoyé directement à moi. Ce fut un mardi de ciel clair que tout a commencé. J'étais sur ma véranda, lisant un livre, quand je l'ai senti, un bourdonnement. Ce n'était pas un son qui est entré par mes oreilles, c'était quelque chose qui est né dans ma cage thoracique et s'est répandu dans mes os. Une vibration de fréquence ultra basse, comme la note la plus grave d'un orgue à tuyaux joué à des kilomètres de distance. Tempête, mon bâtard aux oreilles. Attentive, a levé la tête du sol et a émis un grognement bas, non vers le portail, mais vers le plancher de bois lui-même. Le bourdonnement a duré une dizaine de secondes et s'est arrêté. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai catalogué comme « camion lourd sur l'autoroute » et je suis retourné à mon livre. Mais il est revenu 1 heure plus tard, et encore après. À la fin de la journée, la vibration était presque constante, un compagnon silencieux et sinistre pour ma solitude. Marie est rentrée du travail et j'ai demandé « Tu ne sens pas ça ?» Elle a froncé les sourcils, s'est concentrée un moment et a secoué la tête. « Sentir quoi, mon chéri? L'odeur de mes haricots qui brûlent ?» Elle a ri, mais je n'ai pas pu. Le bourdonnement n'était que pour moi. Le mercredi, la sensation a changé, évolué. Le bourdonnement dans les os a cédé la place à une pression physique. Ça a commencé dans mes oreilles, une sensation aiguë et douloureuse, comme si je descendais une montagne très vite, mais ça ne passait pas. Puis, c'est descendu dans ma poitrine, une étreinte, une main invisible qui me comprimait, rendant chaque respiration un effort conscient. Je suis allé au centre de santé. L'infirmière, Madame Dubois, me connaît depuis l'enfance. Elle a pris ma tension, mes battements, regardé mes poumons. Tout est parfait, Monsieur Pierre. Un cœur de gamin. Ça doit être le stress, l'anxiété. Vous vous inquiétez trop de ces choses du monde. Elle m'a donné une tisane de camomille et m'a renvoyé chez moi. Mais ce n'était pas de l'anxiété, c'était une alerte. Mon corps réagissait à une force externe. Une menace que mon esprit rationnel refusait encore de nommer. Le point de bascule, le moment où la peur a vraiment pris le contrôle, fut le jeudi. Je suis allé au centre-ville, dans la partie la plus basse, près du torrent, pour acheter des outils. J'étais sur le trottoir, à environ 200 mètres du pont, quand mes jambes se sont bloquées. Ce n'était pas une crampe, ce n'était pas une faiblesse. Elles ont simplement arrêté d'obéir à mon cerveau. Je pensais « fais un pas » et elles ne bougeaient pas. Elles étaient comme 2 colonnes de marbre. La panique m'est montée à la gorge. J'ai essayé encore, en forçant, et tout mon corps s'est penché vers l'arrière, comme si une force magnétique me repoussait de cette direction, du pont, de la zone la plus basse. C'était une compulsion physique, un commandement primordial. N'y va pas. Je suis tombé assis sur le trottoir suant froid, le cœur qui martelait comme un tambour de guerre. Les gens passaient, regardaient avec pitié, avec mépris. Pierre a trop bu aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. J'ai réussi à me traîner près d'un mur et à me lever, et j'ai dû faire un détour de presque 1 kilomètre pour éviter de traverser le pont et arriver chez moi par le chemin le plus haut. Mon propre corps m'imposait une déviation, me protégeant d'une géographie qui bientôt n'existerait plus. Je suis arrivé chez moi tremblant, hanté. Je suis allé directement au garage, à mon sismographe. Et ce que j'ai vu a confirmé ma folie.
L'aiguille, qui normalement dessinait une ligne presque parfaitement droite, interrompue seulement par de petits pics, quand un camion lourd passait, vibrait frénétiquement. Ce n'était pas un tremblement de terre, ce n'était pas un séisme qui apparaîtrait dans les journaux. C'étaient des micro-vibrations anomales, un motif chaotique et fébrile qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais étudié. C'était comme l'électrocardiogramme d'un cœur malade, un cœur de pierre et de terre, sur le point d'avoir un infarctus. J'ai passé des heures sur Internet, croisant les données avec celles des instituts de sismologie officiels. Rien, silence absolu. C'était un phénomène local, restreint, et seule ma machine et mon corps semblaient en être conscients. La nuit de jeudi à vendredi fut la et plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi. Le bourdonnement dans les os est devenu un rugissement bas et constant. La pression dans la poitrine était si intense que je devais respirer par la bouche, par goulées courtes. Et puis, vers 1 heure du matin, est venue la compulsion finale. Une certitude bouleversante, irrationnelle, que nous devions sortir de la maison. Ce n'était pas un « je pense que nous devrions ». C'était un « sortons maintenant ». Une sirène biologique s'est déclenchée dans mon âme. « Marie », j'ai dit, secouant son épaule. Elle a grommelé, endormie. « Marie, réveille-toi. Prends les papiers et le chien. Il faut qu'on sorte. » Elle s'est assise dans le lit, le visage froissé par le sommeil et la confusion. « Pierre, quelle heure est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas expliquer. Mais il faut qu'on parte. Maintenant, au sommet de la colline. » C'est là que sa patience s'est épuisée. Au sommet de la colline, Pierre, il est 2 heures du matin. Tu me fais peur, tu ne vas pas bien. Depuis mardi, tu es bizarre avec ces histoires de bourdonnement. Tu as besoin d'un médecin, d'aide. Les larmes ont monté dans ses yeux et ça m'a brisé. Elle n'était pas en colère, elle avait peur. Peur pour moi, pour ma sanité mentale. Mon amour, s'il te plaît, j'ai supplié. Et ma voix s'est brisée. Je ne t'ai jamais rien demandé de tel. Je ne sais pas expliquer, mais chaque cellule de mon corps crie qu'il faut qu'on sorte d'ici. Si, je me trompe, demain je m'interne moi-même dans un asile. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance juste pour cette nuit. Je pense que c'était le désespoir sur mon visage, la vue d'un homme de science qui suppliait basé sur un pur instinct, qui l'a convaincue. Elle n'a pas cru au danger, mais elle a cru à mon agonie. En silence, elle s'est levée, a pris le sac avec les papiers et la laisse de tempête qui était déjà à mes côtés, gémissant. J'ai conduit notre vieille voiture sur la route de terre sombre, les phares coupant la nuit, montant vers la chapelle du Mont, le point le plus haut de la région. J'ai garé la voiture sur le terrain en terre. En bas, Beaumont-sur-Isère dormait, une courte pointe de faible lumière. Le barrage était une tache sombre et difforme contre le ciel. Le silence dans la voiture était lourd, brisé seulement par les sanglots bas de Marie. La honte a commencé à me ronger. J'étais fou, un vieux fou qui avait arraché sa femme du lit à cause d'un mal d'oreille et de quelques vibrations étranges. Le soleil allait se lever, rien n'allait arriver, et j'aurais détruit la confiance de la femme que j'aime. Il était presque 3 heures du matin quand mon portable a vibré sur le tableau de bord de la voiture. Numéro privé. Mon cœur a fait un bond. J'ai répondu, la main tremblante. Un grésillement, puis une voix. Une voix qui n'était pas humaine. Elle était déformée, métallique, sans inflexion, comme si elle était générée par un ordinateur primitif. Elle n'a dit que 6 phrases, et chacune d'elles était un clou dans le cercueil de ma réalité. La fréquence a changé. Tu as senti la pression, n'est-ce pas? Le béton crie avant de se fendre. Tu n'étais pas le seul. La terre crie avant de saigner. Sors de la ligne d'eau. L'appel s'est terminé. Le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quel son. J'ai regardé Marie. Mes lèvres tremblaient. Je n'arrivais pas à parler. Qui? Comment? La voix n'était pas une blague. C'était une confirmation. Une validation surnaturelle de ma folie. Nous avons attendu. Le ciel a commencé à s'éclaircir à l'est, peignant l'horizon avec des tons de gris et de rose. Il était 06h58 du matin. C'est alors que nous avons entendu. D'abord, un claquement sec et profond qui a vibré dans le châssis de la voiture. Puis,
Un rugissement. Un rugissement bas qui a grandi exponentiellement en volume et en fureur. Le son d'une montagne entière qui se fend en deux. De notre loge de sécurité au sommet de la colline, nous avons vu l'impensable. La paroi du barrage s'est dissoute. Elle n'a pas explosé, elle s'est simplement liquéfiée. Et de son intérieur, une vague. Pas une vague d'eau, mais une avalanche de boue brun rougeâtre, épaisse comme du béton mouillé, qui a descendu la vallée avec la vitesse et la force d'un TGV. Nous l'avons vu avaler les premiers arbres, puis les maisons de la ferme la plus proche, puis la petite église, le pont où mes jambes s'étaient bloquées, et puis elle a avalé la partie basse de la ville. Les lumières se sont éteintes. Le rugissement a été remplacé par un silence mortel. Dans les jours qui ont suivi, le monde a découvert la tragédie. Nous avons vécu l'enfer. Ma maison, mon garage, mon sismographe, tout était enseveli sous des mètres de boue toxique. Nous étions des survivants, des sans-abri, vivants de faveur. Quand la poussière est retombée, j'ai livré la sauvegarde des données de mon sismographe à une équipe de géologues indépendants venus enquêter. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le rapport. Ils ont confirmé. Les motifs que ma machine avait captés pendant 72 heures étaient des anomalies précurseurs d'une fracture structurelle par liquéfaction à haute tension, et la partie la plus choquante, d'une nature et avec une clarté que nous n'avions jamais documentées auparavant. C'était noir sur blanc. La terre avait crié, et mon corps fut l'un des rares à l'entendre. La confirmation finale est venue d'une conversation avec mon voisin, Monsieur Bertrand, un fermier de 72 ans, au refuge. Il était silencieux, mais ses yeux brillaient. « Tu sais, Pierre, » il m'a dit à voix basse, « cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'une rivière de sang descendait la colline. Je me suis réveillé effrayé, et quelque chose m'a dit d'emmener tout mon bétail là-haut, au pâturage de l'autre côté de la montagne. Ma femme m'a traité de fou, mais j'y suis. Allez, j'ai sauvé toutes mes bêtes. » Il m'a regardé et dans ses yeux fatigués, j'ai vu le même étonnement et la même terreur que je ressentais. Il avait aussi entendu le cri. Nous n'étions pas seuls dans cela. Je m'appelle Sylvie, j'ai 36 ans et je suis garde forestière dans le parc national des Cévennes. Mon monde, c'est la garrigue méditerranéenne. J'ai grandi ici, courant pieds nus sur ces sentiers, apprenant le nom de chaque plante, le chant de chaque oiseau. Mon père était garde forestier et son mentor, Monsieur Henri, un pompier des anciens, m'a appris à lire le feu. Le feu parle, petite Sylvie, disait-il, le visage buriné par le soleil et la fumée. Il faut juste apprendre sa langue. Je pensais que c'était de la poésie, une métaphore, jusqu'au jour où j'ai entendu sa voix dans le vent, 5 ans après sa mort. Être garde forestière ici n'est pas un travail, c'est un pacte. Tu deviens partie de l'écosystème. Tu connais l'odeur de la pluie des heures avant que la première goutte tombe, le bourdonnement spécifique des abeilles qui indique une nouvelle floraison, le motif de vol des aigles qui annonce la fin du jour. Ma formation est scientifique, basée sur des données satellites, des mesures d'humidité, des analyses de végétation. Mais ma force a toujours venu de cette connexion primordiale, de cette intuition qu'on apprend avec la Terre. Et c'était cette intuition qui a commencé à me crier que quelque chose allait terriblement mal. Août. Dans les Cévennes, c'est l'apogée de la sécheresse. L'air est sec, la végétation est un baril de poudre attendant une étincelle. Le risque d'incendie est notre préoccupation constante. Mais cette année-là, il y avait quelque chose de différent. Ça a commencé avec le silence. Une zone spécifique du parc, un vaste bassin difficile d'accès près du mont Égual, est devenue complètement muette. Et qui connaît les Cévennes sait, elles ne sont jamais silencieuses. Là où devaient être les cris des buses, le chant des fauvettes, le bourdonnement incessant des insectes, il y avait un vide, un silence lourd, dense, comme celui qui précède un tremblement de terre. C'était comme si la vie elle-même avait retenu son souffle en anticipation d'une catastrophe. Après le silence est venu l'exode, et c'était un exode faux. J'ai vu une famille de sangliers courir en plein jour, désorientés. J'ai trouvé une couleuvre, un animal aux habitudes nocturnes,
traversant un sentier sous le soleil de midi, la peau desséchée, désespérée. Des vols de corbeaux, normalement bruyants et territoriaux, se déplaçaient en silence et en ligne droite, tous dans la même direction, loin du bassin silencieux. La nature me donnait un signal sans équivoque, une évacuation de masse que seul moi semblais remarquer. J'ai rapporté mes observations à mon chef, Morel, un homme de bureau qui faisait plus confiance aux tableurs qu'aux instincts. « C'est la sécheresse, Sylvie, dit-il, sans lever les yeux de son ordinateur. Les animaux s'agitent, changent de territoire à la recherche d'eau. Normal. » J'ai insisté. « Morel, ce n'est pas normal. Il ne cherche pas d'eau. Il fuit. Il y a une panique dans l'air que je n'ai jamais sentie avant. » Il m'a congédié d'un geste. « Garde l'œil ouvert, mais ne crée pas d'alarmisme. » J'étais la Cassandre des Cévennes, maudite avec une vision que personne ne voulait voir. Frustré, j'ai décidé de faire une ronde à pied sur le bord de la zone silencieuse. L'air là était différent, immobile, lourd, et c'est alors que j'ai entendu. Le vent a changé de direction, apportant une brise chaude et sèche. Et au milieu du bruissement des feuilles sèches, un murmure. Ce n'était pas le son naturel du vent, c'était articulé. Une voix basse, froide, sans émotion, comme si elle lisait un rapport technique. C'étaient des fragments de phrases. Point d'ignition, 51 degrés Celsius. Humidité relative, 7%. Combustible sec accumulé. Facteur de propagation extrême, incontrôlable. Mon sang s'est glacé. J'ai sorti ma radio, changé les fréquences. Base, ici Sylvie. Vous captez une interférence ou une transmission perdue dans la zone nord? La réponse est venue grésiller. Négatif, Sylvie. Ciel dégagé. Pourquoi? Je ne savais pas quoi dire. Je pense que ma radio a un défaut. J'ai menti. Le murmure dans le vent n'était pas une interférence. C'était une analyse de risque. C'était l'atmosphère elle-même qui lisait son certificat de décès. Cette nuit-là, dans ma petite cabane à l'entrée du parc, je n'ai pas pu dormir. La voix résonnait dans mon esprit. Et puis, dans le silence de l'aube, elle a changé. Elle a cessé d'être froide et mécanique. Elle est devenue chaude, familière, rauque, une voix que j'aurais reconnue n'importe où, même en enfer. C'était la voix de Monsieur Henry, la voix de l'homme qui m'avait appris à lire le feu. Petite Sylvie, le murmure, semblait être à côté de mon lit. Le feu a déjà commencé dans son cœur. Ils ne le trouveront pas à temps. C'est un piège, ma fille. La façon dont ils l'ont préparé, ce sera incontrôlable. Cherche l'arbre tordu près de l'affleurement de calcaire. C'est là, mais n'y va pas seul. Je me suis levé d'un bond, le cœur dans la gorge. C'était de la folie. J'entendais un fantôme. Mais l'urgence, la clarté du message, c'était plus réel que tout ce que Morel m'avait jamais dit. Contre tous les protocoles, contre le bon sens, j'ai pris mon sac d'urgence, ma lampe et ma machette. J'ai laissé un mot sur la table. Suis parti vérifier une anomalie dans la zone nord. Et je suis entré dans la forêt sombre, guidé par la voix d'un homme mort. La marche fut un cauchemar. Chaque ombre semblait un prédateur. Chaque son me faisait sursauter. Mais la voix de Monsieur Henry était calme dans mon esprit, me guidant. Plus à gauche, suis la veine de calcaire au sol. Tu, sans l'odeur, odeur d'ozone, et je la sentais, une odeur métallique, électrique, l'odeur de l'air surchauffé, et puis je l'ai vue, exactement comme il l'avait décrite. Un vieux chêne tordu par les vents implacables, et à côté de lui, un grand affleurement de calcaire qui brillait sous la lumière de ma lampe. Et à la base de l'arbre, un petit campement. Il était impeccablement rangé. Un cercle de pierre pour un feu qui semblait n'avoir jamais été utilisé. Aucun déchet, aucune empreinte récente. Mais il y avait une énergie là, une sensation de malice, d'intention. C'est ici, dit la voix de Monsieur Henry, maintenant avec urgence. La chaleur est dans le sol. Ils ont utilisé un accélérateur chimique. Ça ne laissera pas de traces. Pars maintenant, petite Sylvie, ça va exploser. J'ai obéi sans hésiter. J'ai couru en arrière, la panique me donnant des ailes. Je suis arrivé à la base à l'aube, épuisé et paniqué. J'ai donné l'alerte officielle. J'ai parlé du encampement de mon soupçon. L'équipe de Morel y est allée. Ils n'ont rien trouvé, aucune preuve.
Le rapport final fut « conduite imprudente basée sur hallucination due au stress ». J'ai été suspendu pendant 1 semaine. Je suis devenu la blague du parc. La Sylvie qui entendait des fantômes. 3 jours après ma suspension, l'enfer a ouvert ses portes. Un foyer d'incendie a surgi de nulle part, exactement au point du campement. Les conditions climatiques étaient les mêmes que j'avais entendues dans le vent. La propagation fut si rapide, si violente, que les équipes ont eu à peine le temps de réagir. Ce fut le plus grand incendie de l'histoire des Cévennes. Il a brûlé pendant 3 semaines. Incontrôlable, comme la voix l'avait dit. L'enquête officielle, faute de preuves, a conclu comme cause naturelle, possible combustion spontanée. Je connaissais la vérité, mais ma crédibilité était 0. J'étais brisé, remettant en question ma propre santé mentale. C'est alors que l'enveloppe est arrivée, brune, sans expéditeur, déposée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, seulement 3 photographies de haute qualité. C'était du campement. Des photos prises pendant le jour, sous différents angles, montrant le cercle de pierres et l'arbre tordu. C'étaient des documents impossibles, et dans le coin inférieur de chaque photo, imprimée en police numérique, il y avait une date. La date était de 2 semaines avant que je trouve l'endroit. Mon cœur s'est arrêté. J'ai retourné la dernière photo. C'était un angle plus large. Et en arrière-plan, entre les ombres des arbres, il y avait une silhouette. Un homme, de dos, regardant le campement. Il était impossible de voir son visage, mais il portait un chapeau à large bord, sale de suie. Le chapeau que M. Henry n'enlevait jamais. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je suis graphiste. Ma vie, jusqu'à il y a 6 mois, tenait parfaitement dans un feed Instagram. Appartement neuf, moderne, au 13e étage de la résidence Bellecour. L'un des immeubles les plus convoités du 3e arrondissement de Lyon. Vue sur le Rhône, décoration minimaliste. Projet créatif pour des clients branchés. Mon plus gros stress était une deadline serrée ou un client indécis. J'avais le contrôle, je pensais l'avoir, jusqu'à ce que je commence à avoir des souvenirs d'un futur qui n'était pas encore arrivé. Des souvenirs de la mort de mon appartement. Ce n'étaient pas des rêves, ce n'étaient pas des cauchemars. C'était des téléchargements, des déjà-vus sensoriels complets qui m'arrachaient à la réalité sans prévenir. Je pouvais être au milieu d'une réunion vidéo, et soudain, l'écran de mon ordinateur portable disparaissait et j'étais transporté. Je sentais le sol de mon bureau trembler sous mes pieds, une vibration violente, profonde. J'entendais, avec une clarté effrayante, le son du béton qui se brise, un grincement aigu et terrifiant, comme celui d'un os géant qui se casse. Je voyais, avec les yeux de mon esprit, une fissure fine, comme un cheveu naître dans le mur de mon salon, juste au-dessus du canapé gris, et courir vers le plafond comme un serpent. Et le pire de tout, la sensation de chute libre, ce moment de gravité zéro qui précède l'impact, qui durait une fraction de seconde, mais semblait une éternité. Mon estomac se tordait, l'air était aspiré de mes poumons. Et puis, en un clin d'œil, tout revenait à la normale. J'étais sur ma chaise, le cœur battant la chamade, le client sur l'écran demandant si j'étais encore là. Au début, j'ai rationalisé. C'est le stress, je me disais. Burn-out, anxiété, labyrinthite. Je m'auto-médiquais avec des excuses logiques, mais les attaques sont devenues plus fréquentes, plus intenses. À chaque souvenir, un nouveau détail sensoriel était ajouté. L'odeur de poussière et de gaz, le son de verre qui se brise, le cri étouffé d'un voisin. Mon havre de paix, mon appartement de rêve, devenait une chambre de torture psychologique. J'ai commencé à avoir des crises de panique. La sensation de claustrophobie était si forte que parfois je devais courir sur le balcon, cherchant de l'air, sentant que les murs se refermaient sur moi. J'ai porté mes inquiétudes au syndic, Monsieur le Roi, un homme dont la seule fonction semblait être de s'assurer que les poubelles soient collectées à l'heure. « Ma petite demoiselle, détendez-vous », dit-il, avec un sourire condescendant. Cet immeuble est une forteresse. L'entreprise de construction est la meilleure de la région. Vous devez trop travailler, voir des choses qui n'existent pas. J'ai parlé à mes parents. « Amélie,
Tu as toujours été si imaginative, dit ma mère, avec ce mélange de tendresse et d'inquiétude que seules les mères ont. Pourquoi tu ne prends pas des vacances? Tu vas à la mer, tu déconnectes un peu. Personne ne m'a prise au sérieux. J'étais une jeune femme prospère ayant une crise de nerfs. C'était l'explication la plus facile. Le désespoir m'a mené à faire des choses étranges. Je devais me prouver que j'avais tort, que tout était dans ma tête. Dans un des intervalles entre les attaques, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à photographier l'appartement. Le mur du salon, lisse et blanc. Les fenêtres, les coins, les poteaux de soutien. Je zoomais, cherchant la moindre imperfection. Rien. À chaque photo, une partie de moi se sentait soulagée et une autre, plus profonde, se sentait encore plus terrifiée. Parce que s'il n'y avait rien de mal avec l'immeuble, alors il y avait quelque chose de très mal avec moi. Le samedi décisif est arrivé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé, j'ai pris mon café, répondu à quelques emails. Vers 2 heures de l'après-midi, le souvenir m'a frappé avec la force d'un ouragan. Ce fut le plus long, le plus détaillé, le plus réel de tous. J'ai tout vu. Le petit tremblement initial, la fissure dans le mur, la poussière qui montait, la fenêtre du salon qui se courbait vers l'intérieur avant d'exploser. Et pour la première fois, le souvenir s'est terminé avec l'obscurité et le son de mon propre cri. J'ai été ramené à la réalité en tremblant incontrôlablement, tombé sur le sol de mon salon. À ce moment-là, la logique est morte. L'instinct de survie a pris le contrôle total. Il n'y avait plus de doute. Je n'avais pas une crise de panique. J'avais une prémonition. J'ai couru à la porte de mes voisins, Thomas et Emma, un couple qui avait emménagé quelques mois plus tôt. J'ai frappé à la porte avec force, pleurant. Quand Emma a ouvert, je l'ai attrapée par les bras. « Il faut qu'on sorte d'ici, maintenant. S'il vous plaît, je ne peux pas expliquer, mais il faut qu'on sorte de l'immeuble. » Ils m'ont regardé comme si j'étais folle, mais il y avait une panique si authentique sur mon visage, une conviction si absolue qu'ils ont hésité. « Amélie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je paie le déjeuner, le cinéma, ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, venez juste avec moi. 1 heure, c'est tout ce que je demande. » Par pitié, par curiosité, ou peut-être par un instinct propre, ils ont accepté. Pendant que nous attendions l'ascenseur, la porte de l'autre appartement de l'étage s'est ouverte. C'était Monsieur Claude, un professeur d'histoire à la retraite, un veuf gentil qui me saluait toujours. « Tout va bien? Les jeunes? Où allez-vous si pressés ?» À cet instant, une force m'a poussé. « Venez avec nous, Monsieur Claude. On va prendre une glace. La journée est magnifique. » Il a souri, surpris par l'invitation inattendue. « Ah, ma chère, je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez jamais. On insiste. » Il a cédé. Nous étions assis dans la glacerie de l'autre côté de la rue. Je n'arrivais pas à me détendre. Mes yeux étaient fixés sur notre immeuble. Thomas essayait de faire une blague. Quand nous avons entendu une explosion sourde, profonde, comme un tonnerre souterrain, la tasse de café sur notre table a tremblé. Nous avons couru dehors et nous avons vu de la fumée noire sortant des fenêtres du 9e et 10e étage. Et puis, dans un ralenti terrifiant, le côté de l'immeuble, exactement la colonne où se trouvaient nos 3 appartements, a commencé à se désintégrer. Le béton s'est effondré, les fenêtres ont explosé vers l'extérieur et toute cette section du bâtiment s'est effondrée sur elle-même dans un nuage géant de poussière et de débris. L'enquête officielle fut rapide et concluante. Une fuite de gaz au 9e étage, une tragédie, un accident, fin de l'histoire. Mais pas pour moi. Le lendemain, dans un état de choc absolu, j'ai pris mon téléphone. Je devais effacer les photos, effacer les souvenirs. J'ai ouvert la galerie et j'ai figé. La dernière photo que j'avais prise, la photo du mur lisse de mon salon, 1 heure avant de sortir de l'immeuble. Elle était là, une fissure, fine comme un cheveu, presque invisible, mais indéniablement là, exactement où j'avais remémoré qu'elle serait. Une fissure qui n'existait pas à l'œil nu, une fissure que seul l'appareil photo, ou mon esprit, avait réussi à voir. Le choc final est venu après.
Dans des conversations avec Monsieur Claude et avec Emma, tous deux ont confessé des choses étranges. Il m'a raconté qu'il n'avait accepté mon invitation que parce qu'il avait fait un rêve la nuit précédente. Un rêve vivide où le mur de sa chambre se fendait en deux. Elle a admis qu'elle sentait une odeur de gaz fantôme pendant toute la matinée, mais pensait que c'était son imagination. Nous avions eu des souvenirs collectifs, des fragments du même avertissement. Des semaines plus tard, le colis anonyme est arrivé, sans expéditeur. À l'intérieur, un rapport d'ingénierie structurelle, avec le logo d'une entreprise de consultation dont je n'avais jamais entendu parler. Le rapport affirmait que l'immeuble avait été construit avec un alliage de béton défectueux et qu'il y avait une défaillance critique dans les fondations de notre colonne. La fuite de gaz n'était que le déclencheur, la goutte d'eau qui fit déborder le vase de l'inévitable. Le plus terrifiant était la date du rapport, 6 mois avant le début de la construction de l'immeuble. Attaché à celui-ci, il y avait des impressions de basse qualité de poste d'un forum de résidents que je ne connaissais pas. C'étaient des photos de fissures et des récits d'odeurs étranges d'au moins 5 résidents différents, à des dates différentes, des semaines avant l'effondrement. Je m'appelle François, je suis cardiologue depuis 26 ans à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ma vie est gouvernée par la logique, par les données, par des protocoles basés sur des preuves. Je traite le moteur du corps humain, un organe complexe, mais prévisible dans ses défaillances. Fibrillation, tachycardie, ischémie, tout a une cause, un motif, un traitement. Le surnaturel, l'inexplicable, pour moi, ont toujours été synonymes de diagnostic incomplet. Si ça ne peut pas être mesuré, pesé et répliqué dans une étude en double aveugle, ça n'appartient pas à mon monde. Ou plutôt, ça n'appartenait pas. Mon monde de certitude s'est effondré un lundi, précisément à 15h44. C'était un après-midi de routine, en USI coronarienne. Le son ambiant était la symphonie habituelle de bip rythmique, le sifflement des ventilateurs, les conversations étouffées de l'équipe soignante. J'étais au poste de contrôle, analysant les moniteurs centraux, une mosaïque d'électrocardiogrammes et de paramètres vitaux. C'est alors que j'ai remarqué une anomalie, subtile, presque imperceptible. 3 moniteurs, de 3 patients dans des chambres différentes. Un monsieur en post-opératoire de pontage, une jeune femme avec une myocardite et un homme en coma. Artificiels, ont commencé à se comporter de façon étrange. Les alarmes ne sonnaient pas. Les tracés des électrocardiogrammes étaient normaux. Les niveaux d'oxygénation, parfaits. Mais le nombre qui indique la fréquence cardiaque, le BPM, a commencé à clignoter d'une façon organisée. D'abord, le moniteur du lit 8 du monsieur en post-opératoire a clignoté le nombre 61. Une seconde plus tard, le moniteur du lit 12 de la jeune femme avec myocardite a clignoté 67. La seconde suivante, le moniteur du lit 14 de l'homme en coma a clignoté 71. Et puis le motif s'est répété, continuant la séquence. 73, 69, 83. Mon cerveau, entraîné à trouver des motifs dans les arythmies cardiaques, s'est figé. J'ai reconnu la séquence instantanément. 61, 67, 71, 73, 69, 83. C'étaient des nombres premiers. Une séquence mathématiquement parfaite et ininterrompue, bipée à l'unisson par les cœurs de 3 êtres humains aléatoires et inconscients. La probabilité statistique que 3 cœurs humains, avec des pathologies distinctes, altèrent leur rythme de façon synchrone pour épeler une séquence de nombres premiers est, pour tous les effets pratiques, 0. C'est moins probable que de gagner au loto 10 fois de suite. Je suis resté là debout, hypnotisé. Ce n'était pas un événement médical, c'était un message transmis à travers la biologie de mes patients. Et une intuition bouleversante, une certitude froide et inconfortable qui m'est montée le long de l'épine dorsale, m'a dit que c'était un signal, un code, un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Ma première réaction fut celle du sceptique. Cherche la faille dans le système. J'ai appelé l'informatique. Ça doit être un bug dans le logiciel du moniteur central, une interférence dans le réseau, je leur ai dit.
Ils ont passé 1 heure à tout tester. Ils ont redémarré le système, vérifié les câbles, fait des diagnostics. Le résultat, système. Fonctionnant en parfaite condition, docteur François. Aucun bug, aucune interférence détectée. Et le motif continuait. Désespéré pour un second avis, j'ai appelé le docteur Isabelle, chef de l'anesthésiologie et aussi sceptique que moi. Isabelle, j'ai besoin que tu vois quelque chose, mais avec l'esprit ouvert. Je lui ai montré le panneau. Elle a observé pendant 1 minute, les sourcils froncés. J'ai vu l'incrédulité dans ses yeux, suivie par la même étincelle de reconnaissance et d'étonnement que j'ai ressenti. C'est impossible, elle a murmuré. Et puis son visage a pâli. François, viens avec moi, tout de suite. Elle m'a emmené à la salle d'opération 7, où un patient était sous anesthésie générale. Elle a pointé vers le ventilateur mécanique. Écoute, elle a dit, la machine émettait les bips d'alerte de pression de routine, mais ils n'étaient pas uniformes. C'était une combinaison de bips courts et longs. Bip, 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 bip. C'était du morse. Isabelle, qui avait servi comme médecin dans la marine au début de sa carrière, traduisait sur un morceau de papier. Le message se répétait en boucle infinie. Point de faïence, sous-station 3. À ce moment-là, regardant le ventilateur parler en morse et pensant au cœur parlant en nombre premier, la vérité m'a frappé comme un coup de poing. Nous n'étions pas des médecins observant des défaillances dans les machines, nous étions des récepteurs. Et les machines, connectées aux systèmes biologiques les plus sensibles, étaient nos antennes. Un appel que j'ai reçu cet après-midi là même d'un journaliste anonyme qui a refusé de s'identifier n'a fait que cimenter cette nouvelle et terrifiante réalité. Il a dit « Docteur, vous n'êtes pas le seul. Les motifs sont partout. Cherchez dans les systèmes critiques. » Il m'a donné un lien vers un forum crypté. J'ai passé toute la nuit éveillé, plongé dans celui-ci. Et ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. C'était des dizaines de témoignages. Un ingénieur chez Veolia décrivant des motifs de flux d'eau qui, quand tracés sur une carte, pointaient vers une station de traitement spécifique. Un technicien de la RATP rapportant que les lumières de signalisation d'une ligne entière clignotaient en séquences binaires qui se traduisaient en une date et une heure. Nous étions plus de 70 professionnels dans des positions critiques à Paris, santé, énergie, eau, transport, tous, et le témoin d'anomalies statistiquement impossibles dans nos systèmes. Nous étions un réseau de récepteurs, et nous ne le savions même pas. La preuve finale, la pièce qui a tout connecté, est arrivée le jour suivant, de la façon la plus anachronique possible. Un colis brun déposé par la poste dans ma salle de repos, sans expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait pas de photos ou de lettres mystérieuses. Il y avait des documents techniques, des plans détaillés du réseau électrique haute tension de Paris, avec la sous-station électrique 3, dans le 15e arrondissement, encerclé au stylo rouge. Et avec un rapport de 50 pages, avec le logo d'un cabinet de sécurité international appelé Aegis Initiative. Le rapport était une analyse de risque, datée de 6 mois plus tôt. Il ne décrivait pas une attaque de hackers ou une défaillance d'équipement. Il détaillait la simulation de l'impact d'une éruption solaire de classe X spécifiquement dirigée sur le réseau électrique de la ville. La simulation montrait, avec une précision effrayante, comment cela causerait une surcharge en cascade, menant à un blackout total. Le point de défaillance initial, la sous-station 3. Et la partie qui a fait geler mon sang était à la page 42, dans la section Indicateurs précurseurs. L'instabilité initiale dans le réseau, avant la défaillance catastrophique, se manifestera comme des fluctuations harmoniques et des anomalies numériques dans les équipements. Électronique sensible, particulièrement dans les dispositifs médicaux de support vital et les systèmes de contrôle industriel. Les nombres premiers, le morse. Ce n'étaient pas des avertissements, c'étaient des symptômes. Les premiers tremblements sismiques d'un effondrement technologique. Une lettre au fond de l'enveloppe expliquait que le réseau de récepteurs
était un mécanisme de défense nouvellement activé, une interface biologico-technologique pour protéger les nœuds les plus critiques de la civilisation. Avec ces preuves irréfutables en main, Isabelle et moi avons réussi l'impensable. Nous avons convaincu la direction de l'hôpital d'activer le protocole catastrophe niveau maximum basé sur du renseignement de sécurité. Pendant 48 heures, nous avons travaillé comme des fous. Nous avons déplacé tous les patients de l'USI vers une aile plus ancienne, mais avec des générateurs diesel indépendants et blindés. Nous avons annulé toutes les chirurgies non urgentes. Nous avons préparé l'hôpital pour un blackout total. Nous avons été traités de paranoïaques jusqu'à ce que, mercredi soir, la sous-station 3 explose dans une pluie d'étincelles bleues et Paris a plongé dans l'obscurité. Le blackout a duré 3 jours. Dans les autres hôpitaux, le chaos fut absolu. Des patients sont morts. Dans le nôtre, grâce à un message écrit dans les battements cardiaques d'inconnus, aucune vie n'a été perdue. 4 cas, 4 désastres évités de justesse. 4 types impossibles de prémonition, chacun plus complexe que le précédent. Une sensation physique viscérale, une communication avec ce qui est au-delà de la vie, une violation des lois du temps et un message transmis par l'infrastructure même de notre civilisation. Ce qui a commencé avec un email solitaire et 4 coordonnées est devenu l'enquête la plus dangereuse et importante de ma vie. Je n'ai pas un réseau de collègues pour comparer des notes ou pour valider mes découvertes. C'est moi, seul, avec une base de données qui ne devrait pas exister et une connaissance qui m'empêche de dormir la nuit. Et l'enquête a grandi. J'ai utilisé les motifs que j'ai découverts dans ces 4 cas comme une clé. Une clé pour chercher dans des forums cryptés, dans des rapports d'accidents internationaux, dans des communautés en ligne de personnes qui, comme Pierre, Sylvie, Amélie et François, ont été touchés par cette anomalie. Le résultat fut effrayant. Nous ne parlons pas de dizaines d'histoires, ce sont des centaines, mondialement. Mon analyse, bien que préliminaire, indique une augmentation de plus de 340% des incidents documentés d'intuition prémonitoire avec preuves corroborantes au cours des 2 dernières années. Le réseau de récepteurs du Dr François n'est pas exclusif à Paris. C'est un phénomène mondial, silencieux et croissant. Cela m'a mené à un contact extra-officiel, un chercheur retraité de l'ESA, spécialiste en héliophysique. Je lui ai parlé sous condition d'anonymat total. Ce qu'il m'a dit était troublant. L'activité de notre Soleil entre dans un cycle erratique et agressif, avec des éruptions et des impulsions électromagnétiques que nos modèles actuels ne peuvent prédire. Il a mentionné des recherches classifiées sur comment ces champs peuvent interagir directement avec la biologie humaine, spécialement avec la glande pinéale, l'antenne de notre cerveau. C'est alors que toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées avec un déclic terrifiant. Le barrage, l'incendie, l'immeuble, le blackout, ce n'étaient pas des événements aléatoires. C'étaient des tests, des entraînements, des calibrations d'un système. Notre planète, ou quelque intelligence derrière la physique que nous connaissons, active une capacité dormante dans notre ADN. Elle nous force à évoluer, à reconnecter notre perception pour que nous puissions survivre à ce qui arrive. Je pensais que mon rôle était seulement de documenter. Mais il y a 2 semaines, la confirmation de ma peur est arrivée. J'ai reçu un second email. Même chiffrement impénétrable. Cette fois, avec une seule et courte phrase, l'essai est terminé. Quelque chose de plus grand arrive. Le message n'était pas pour un groupe, c'était pour moi. Un avertissement, ou peut-être le début de la phase suivante. Quelque chose arrive, et l'humanité doit développer ses capacités pour survivre. Nous ne parlons plus de sauver une ville d'un blackout. Nous parlons d'un événement à l'échelle planétaire, parce que les données que j'ai collectées suggèrent que nous aurons besoin de ces capacités très bientôt. Les prémonitions ne sont pas un don, elles sont un outil d'urgence. Il y a une intelligence supérieure, qu'elle soit cosmique ou l'instinct de survie même de la planète, essayant de communiquer avec nous à travers notre propre biologie.
Maintenant, je vous demande, regardez en vous-même, lequel des 4 cas vous a le plus marqué? Avez-vous déjà expérimenté des sensations physiques intenses et inexplicables qui vous ont fait éviter une situation comme Pierre? Avez-vous déjà entendu des voix ou senti la présence de quelqu'un essayant de vous avertir comme Sylvie? Avez-vous déjà eu des souvenirs vivides de choses qui n'étaient pas encore arrivées, comme Amélie? Avez-vous déjà remarqué des coïncidences numériques ou des motifs impossibles dans votre environnement, comme le Docteur François? Si vous travaillez avec des systèmes critiques, énergie, santé, logistique, communication, et avez déjà eu des pressentiments sur des problèmes avant qu'ils se manifestent, racontez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience n'est pas de la folie, c'est une donnée, et elle pourrait être cruciale. Si ces révélations vous ont fait questionner les limites de la perception humaine, laissez un like pour soutenir cette enquête solitaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains dossiers, parce que quoi que ce soit qui arrive, ceci ne fait que commencer. Et souvenez-vous, faites attention à vos signaux. Qu'il s'agisse de frissons inexplicables, de voix qui murmurent, de souvenirs impossibles ou de coïncidences qui défient toute probabilité. Ils pourraient essayer non seulement de sauver vos vies, mais de vous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand qui est sur le point d'arriver.